J'ai accepté quand Jean-Marc m'a demandé de faire ce topo. J'ai accepté de le faire parce que c'est la question à l'étude de mon organisation, la Libre Pensée, cette année, quoi. Donc ça me paraissait important de répondre. Je dois vous préciser tout de suite, néanmoins, que je ne suis pas médecin. Je suis biologiste de formation, donc je sais un peu de quoi les médecins nous parlent dans cette affaire-là. J'ai appris, quand j'étais jeune, l'embryologie humaine et des choses comme ça, qui n'étaient pas ce qui me passionnait le plus, parce que je trouvais que c'était bien compliqué par rapport à des animaux qui font bien plus simple. Et que les mammifères, en général, compliquent les choses à l'envi. Mais j'ai quand même essayé, au fil des colloques auxquels j'ai participé, d'ailleurs en compagnie souvent de Martine qui est là, on commence à en avoir beaucoup entendu parler de la chose. Et je vais plus vous donner un point de vue de libre penseur que de spécialiste de la question. Donc si vous avez des questions très pointues à poser, je ne serai vraisemblablement incapable d'y répondre. Quand je dis très pointu, j'avais écrit à Jean-Marc, il ne faudra pas que quelqu'un me demande combien de temps les ARN restent intacts dans un embryon congelé, parce que je serais bien incapable de répondre. Et Jean-Marc m'a répondu, c'est justement la question que je voulais poser. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, alors comme par ailleurs je suis évolutionniste, un peu comme j'ai fait à Aix récemment, où nous avons tenu un colloque là-dessus, je voudrais vous donner en démarrant mon double point de vue de libre penseur et de scientifique évolutionniste. En parlant un petit peu de ce qu'on appelle parfois, et c'est un terme qui effectivement est contestable, la fatalité biologique. Parce que pour moi, quand on parle de PMA et de GPA, on est en plein dans ce qui est très particulier à l'homme, qui est non seulement l'évolution scientifique, mais d'une façon très générale, l'évolution sociale, l'évolution de la société humaine, qui consiste très largement à petit, par rapport à l'animal, sortir, comme disait, je crois que c'est Karl Marx qui disait ça, sortir du règne de la nécessité pour accéder à celui de la liberté. Ça me paraît très important. Et j'avais envie de vous parler un peu de la fatalité biologique, même si ça doit être un petit peu plaisant, parce que la Genèse, qui est un très vieux texte écrit par on ne sait pas trop qui, je crois que les spécialistes reconnaissent 3 mains différentes dans l'écriture de la seule Genèse, qui pourtant n'est pas le passage le plus long de la Bible. Il est dit, après ce mystérieux péché originel, tu enfanteras dans la douleur et tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Double malédiction, double condamnation. Et ça, c'est intéressant au plan sociologique, parce que ça vous marque, dans ce très vieux texte religieux, ça vous marque comme commandement divin quelque chose qui est ressenti manifestement comme étant pénible, comme étant une suggestion à laquelle on doit se soumettre de l'humanité. Et c'est une double fatalité, c'est la fatalité biologique de l'enfantement qui est posée là, et aussi la fatalité sociale du travail pour une société qui était vraisemblablement déjà divisée en classes, quoi. C'est assez intéressant à voir. Et au-delà de l'aspect commandement divin, il est tout de même très frappant de voir que cet état de fait, la gestation, l'accouchement, sont une punition divine, d'un mystérieux péché originel. Et le péché originel, je le dis toujours à mes amis scientifiques chrétiens, vous êtes donné, le péché originel, c'est avant tout de s'occuper de la connaissance. Le péché originel, c'est d'avoir voulu toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est écrit comme ça, et c'est pas du tout faire zigzag ou forniquer, c'est avant tout avoir voulu savoir, avoir voulu acquérir un véritable savoir. Donc il s'agit de punition, par conséquent de calamité.
même vu du point de vue des religieux, et pas du tout de gracieux dons divins. Et c'est frappant de voir qu'aujourd'hui, c'est peut-être bien l'arbre de la connaissance auquel nous avons touché en transcrivant ce commandement, qui nous permettra, tôt ou tard, de passer de cette fatalité biologique à sa libération. Alors nous n'en sommes pas là, mais déjà, l'existence de la contraception, de l'IVG, de la procréation médicalement assistée, dont on va parler aujourd'hui, dissocie la sexualité et la procréation, et ouvre de fait, par les possibilités qu'elle donne, la voie à la raison, et pose également, parce que tout savoir et toute connaissance et toute capacité nouvelle pose des questions nouvelles, ça nous pose bien évidemment des questions nouvelles. Il y en a qui, derrière cette idée de péché originel, il y en a qui sanctifient la volonté de Dieu, il y en a d'autres qui auraient tendance à sanctifier la nature, dans son immense bonté, dans sa beauté naturelle et immaculée, comme la conception. Mais la sélection naturelle darwinienne qui nous a fait est tout sauf quelque chose de rationnel. Je veux dire, si c'était un ingénieur divin qui nous avait conçus et qui avait conçu les animaux, vu le bricolage que c'est, il est parfaitement évident qu'il s'y serait pris fondamentalement autrement. Nous sommes des mammifères placentaires ou encore eutériens. Alors ce terme-là, qui est un terme compliqué, ça veut dire eutéros, ça veut dire matrice parfaite. Et en fait, c'est ceux qui ont un placenta, parfait. Alors ça, c'est le reflet de la fatuité anthropocentrique qu'il faut bien reconnaître des savants de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Pourquoi c'est parfait? Parce que ça se rapproche le plus de nous, et ce qui se rapproche le plus de nous est ce qu'il y a de plus beau, bien entendu. Mais c'est un sacré truc, c'est un truc invraisemblable. Hein. Tu enfanteras dans la douleur, c'est le sort de tous les mammifères, ou presque, sauf les monotrèmes, qui pondent des œufs. C'est quand même moins contraignant. Et de quelques rares formes de vie assez éparses dans l'arbre de l'évolution. C'est même pas une voie évolutive, je dirais, centrale. On voit apparaître ça par endroits, par morceaux. Dans l'arbre de la vie, c'est certains lézards, certains serpents, certains poissons, certains insectes, comme les pucerons dont je me suis occupé pendant 30 ans, et je continue encore un petit peu. En fait, en termes de nombre d'espèces, compte tenu que les mammifères, vous savez, ça représente... on est obnubilé par les mammifères, hein, bien évidemment, puisque c'est notre lignée, c'est notre... Mais ce petit groupe des mammifères représente moins de 1% de la biodiversité en termes de nombre d'espèces. C'est vraiment pas grand-chose. Au niveau de la biosphère, c'est rien, quoi. C'est rien. C'est très très peu de choses. Et donc, en termes de nombre d'espèces, cette viviparité qui est la nôtre, le fait de mettre bas des petits vivants, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare dans l'ensemble des espèces. Et c'est pas très étonnant parce que c'est un mode de reproduction qui est effroyablement coûteux. Ça coûte très cher. Ça coûte des ressources incroyables à la mère. La femelle qui porte les petits et qui a en plus la charge totale de préserver sa vie, ce qui est moins facile quand on est gravide, hein, pour un mammifère. Et en plus de les emmener à terme, c'est effroyablement coûteux. Les petits en naissant blessent la femelle, ce qui est quand même un mode de reproduction tout à fait ahurissant. En général, quand on pond simplement des œufs, c'est beaucoup plus indolore et beaucoup moins dangereux pour les femelles. Et les mammifères placentaires, dont l'espèce humaine, sont des extrémistes, quelque part, de ce qu'on appelle scientifiquement l'investissement parental. L'investissement parental, c'est le fait de prendre soin des embryons, des jeunes, des larves, etc., le plus longtemps possible. Il y a deux manières de jouer dans le monde darwinien.
La première manière, c'est de pondre un nombre innombrable d'œufs et de les laisser se débrouiller comme ils peuvent. C'est la morue. 2 millions d'œufs, 2 millions d'œufs pondus, ça vous donne 2 à 3 morues adultes. C'est-à-dire à peu près le même résultat que dans l'espèce humaine ou chez les mammifères, en termes démographiques, mais avec un gaspillage des jeunes invraisemblable. Or les jeunes, ils ne sont pas perdus pour tout le monde, hein. Ça fait du fourrage pour le plancton, pour les petits poissons, pour des tas de prédateurs, des bactéries, etc. Bon. Mais comme on s'en occupe pas, on en produit énormément. Et l'autre terme, alors ça porte des noms savants chez nous, ça s'appelle la stratégie R et la stratégie K, parce que c'est les deux constantes, R et K, qui gouvernent la démographie. Je ne vais pas vous parler de démographie aujourd'hui. Et dans notre lignée, outre le fait qu'ensuite, en plus de mettre au monde des petits vivants, en plus, on est sociaux et on les soigne et on les accompagne jusqu'à l'âge adulte, et de plus en plus longtemps, plus on est civilisé, hein. Ça c'est bien connu. Du point de vue de la sélection naturelle, elle est absolument aveugle et sourde, et elle se fiche éperdument que la mise bas soit douloureuse. Ça n'a aucune importance pour la sélection naturelle. L'important, c'est d'arriver à faire un peu plus de descendants viables et reproducteurs, c'est-à-dire qui eux-mêmes vont arriver à l'âge reproducteur, que ses concurrents immédiats, c'est-à-dire ses voisins de palier. La sélection naturelle, hein, ça ne joue pas sur un ensemble, il ne faut pas s'imaginer que ça a une vision du monde ou de l'espèce ou quoi que ce soit, ça n'en a aucune. Ça joue par concurrence entre les voisins proches qui sont en compétition. Et uniquement comme ça. Donc de très proche en très proche, et comme quelqu'un qui tâtonne, qui va à tâtons, cette solution est meilleure que celle-là, mais localement, à un moment donné, en bricolant avec ce qui existe déjà. Ça se construit sur ce qui existe déjà. Voilà. Alors, dans notre espèce et chez tous les mammifères, c'est une fragilité pour les femelles qui payent le prix fort de la reproduction, particulièrement dans nos lignées. Le fœtus, c'est un véritable parasite, hein, qui détourne les ressources vitales à son profit, qui nécessite en plus, parce que les mammifères ont aussi inventé ça, un aliment spécial, le lait qui est fabriqué directement par la mère. Bon, il y a d'autres tentatives, hein, quelque part, chez certains oiseaux ou des choses comme ça. Et la blesse, comme je l'ai dit, en venant au monde. Alors si la biosphère était conçue par un ingénieur intelligent, il est clair que le système marsupial, par exemple, des kangourous, des koalas, est meilleur, hein. Le fœtus, quand il est mis bas, il mesure 1,5 cm de longueur, donc il blesse rien du tout. Il grimpe dans une poche, et la poche, c'est pas si mal, pour abriter le petit. Manque de chance, c'est pas eux qui ont été capables de développer un gros cerveau. On ne sait pas pourquoi. Ça les dérange pas outre mesure, hein. Le kangourou roux d'Australie est largement aussi fécond qu'un lapin. Il est capable de faire pratiquement autant de petits qu'un lapin, qui est un peu un petit champion dans le groupe des mammifères placentaires. Alors pourquoi les marsupiaux ont perdu la partie? Sans doute qu'on ne le saura jamais. La chaîne des contingences, c'est très difficile à explorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Au tertiaire, on a une faune à 90% de marsupiaux. Et les eutériens qui sont apparus pratiquement en même temps, parce qu'il n'y a pas une grosse différence temporelle entre les deux, végètent. Et au quaternaire, les marsupiaux reculent. Et ce sont notre lignée qui prend le pas. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors, maintenant, à partir de là, on l'a vu par la Bible, et ça a duré, notre type de reproduction avec la mère, donc très handicapée par la grossesse et par les accouchements, les mâles plus libres, il faut bien le dire. Ça, c'est vrai chez tous les mammifères, parce que la fabrication de spermatozoïdes, ça coûte quand même nettement moins cher. Au niveau de la reproduction, ça a été, en quelque sorte,
rendue religieuse, sanctifiée, pratiquement par les églises. Puisque c'est comme ça, c'est bien que Dieu l'a voulu. Quand on a une explication divine, c'est assez logique, hein. Puisque c'est comme ça et que c'est pas drôle, c'est quand même bien notre Seigneur créateur qui l'a voulu. Comment voulez-vous expliquer ça autrement? Sinon. Et ça crée donc ce qu'on connaît aujourd'hui, dans la plupart des religions, et surtout dans la religion catholique, une sanctification totale de l'embryon, qui est d'ailleurs assez drôle, parce que c'est les progrès de la science qui leur ont permis d'établir leur dogme, là, donc c'est forcément très récent. Hein. Mais il se pose vraiment en gardien de la reproduction conforme. Et je lisais encore récemment donc, dans Ouest France. Ouest France, c'est notre journal de l'Ouest, de la Bretagne et tout, qui est vraiment l'avoué de la hiérarchie catholique. Hein. L'éditorial de la semaine dernière, sous la plume de Jacques Le Goff, disait la pente glissante. À quand l'utérus artificiel? Il présentait ça comme une horreur. Selon la technique de l'ectogénèse, décrite dans Le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes, ça c'est la terreur. Hein. Le meilleur des mondes, c'est le monde inventé par Aldous Huxley, petit-fils de Thomas Huxley d'ailleurs, qui était surnommé le bulldog de Darwin, un des disciples les plus actifs de Darwin en Angleterre. Alors, voyons un peu, lorsqu'on parle de procréation médicalement assistée et de gestation pour autrui, nous sommes en train de travailler dessus donc, dans la Fédération nationale de la libre pensée. Et déjà, bon, il est bon de préciser de quoi on parle, et puis de voir de quel point de vue on parle aussi. Quel peut être notre point de vue sur ces questions-là, qui sont des questions évidemment de conséquences sociales extrêmement importantes. Alors, quelques définitions. Donc la PMA, procréation médicalement assistée, ou encore AMP, assistance médicale à la procréation, c'est avant tout une série d'actes médicaux. Le but de cette série d'actes médicaux, c'est d'obvier à la stérilité d'un des deux conjoints d'un couple, ou bien des deux, lorsque les deux sont stériles, ce qui peut arriver. Et parmi les méthodes utilisées, il y en a de très nombreuses que je ne vais pas vous énumérer toutes, mais il y a notamment, qui a fait débat énormément, la FIV, la fécondation in vitro, la FIVET, qui en est une variante, fécondation in vitro et transfert d'embryon. La GPA, c'est la gestation pour autrui, qui peut impliquer d'ailleurs le recours à la PMA ou pas. Et le but, c'est de porter l'enfant biologique de quelqu'un d'autre pour le remettre à la naissance au bénéficiaire. Familièrement, on parle de mère porteuse. Et je ne parlerai pas ici d'autre chose qu'on évoque quelquefois dans les problèmes de bioéthique, qui est le clonage, qui est quelque chose de totalement à part. Ça n'a rien à voir. Je rappelle simplement qu'actuellement, le clonage reproductif n'est pas autorisé en France, puisqu'il est qualifié de crime contre l'humanité, ce qui pour moi m'apparaît étrange, mais bon, je ne dis pas qu'il faut l'autoriser, mais de là à le qualifier d'une façon aussi extrémiste, je trouve ça un peu étrange. Et le clonage thérapeutique, lui, qui consiste à faire des embryons pour soigner des gens, des enfants, d'autres embryons éventuellement, et comme vous le savez, âprement débattu et a fait l'objet d'une correction de la loi il y a quelque temps, en fin 2013, janvier 2014, puisqu'il a été pendant 20 ans totalement interdit. Parce qu'il était interdit de faire des embryons et même d'utiliser les embryons surnuméraires pour faire des cellules souches embryonnaires humaines. La procréation médicalement assistée.
Donc c'est tout, comme je l'ai dit, toute une batterie de techniques médicales. Ces indications sont l'infertilité de l'homme, déficience des spermatozoïdes, absence de spermatozoïdes, ce qui peut arriver, non-motilité. Ça implique, mais pas toujours, donc le don de gamètes, version spermatozoïde, qui se fait à partir d'une institution qui s'est développée en France, qui s'appelle, et ailleurs, qu'on appelle familièrement la Banque du sperme, et qui, du point de vue de son cycle, est le CECOS, le Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Des œufs, puisqu'il y a maintenant aussi des ovocytes dans la... L'infertilité de la femme, alors là, il y a aussi une batterie de choses, hein. Défaut d'ovule, soit par potentiel ovocytaire insuffisant, parce que la femme a épuisé son stock ovocytaire. C'est que chez l'homme, il y a un phénomène étrange qui s'appelle la ménopause, qui n'est pas du tout si répandu que ça non plus, même parmi les mammifères. La plupart des mammifères n'ont pas de ménopause. Les femelles gardent leur potentiel reproducteur jusqu'à la fin de leur vie. Et on constate actuellement d'ailleurs que la ménopause est une caractéristique de mammifères sociaux, presque exclusivement. Et il semblerait que ce soit une adaptation à devenir grand-mère. Non, mais je veux dire, j'ai longtemps été réticent sur cette thèse, mais quand ça s'accumule, on s'aperçoit que dans les lignées où il y a ménopause, et ça arrive chez des canidés, par exemple chez les hyènes, qui est un animal extrêmement social, malgré l'idée générale qu'on en a, puisque ça a plutôt mauvaise réputation. Chez les hyènes, chez les éléphants, avec des différences considérables, chez quelques primates, mais pas tous, on constate que là où il y a ménopause, il y a aussi des lignées matrilinéaires qui se forment. C'est-à-dire une association très proche entre la mère, la grand-mère, la fille, etc., qui restent ensemble, etc. Donc il semblerait que ça ait une certaine solidité comme théorie. Où j'en étais, à force de faire des digressions, je ne sais plus de quoi je parle, mais c'est pas grave. Chez la femme, Oui, la ménopause précoce, les problèmes hormonaux qui peuvent empêcher la fécondité, etc., etc. Là encore, chez l'homme comme chez la femme, il y a toutes sortes de pathologies, si on peut appeler ça comme ça, ou de problèmes qui peuvent empêcher la... Et c'est quand même assez important, puisque parmi les couples qui cherchent à avoir des enfants, naturellement, on sait qu'il y en a à peu près 10%. Alors ça, les évaluations fluctuent. À peu près 10% qui n'y parviennent pas naturellement. Donc ça recouvre énormément de techniques. L'insémination artificielle toute simple, qui est la plus simple, mais souvent pas suffisante, soit avec le sperme du conjoint, parce que là on parle d'IAC, alors j'ai oublié ce que voulait dire le sigle, insémination artificielle par conjoint, tout simplement, ou avec le sperme d'un donneur, c'est l'IAD, voilà. Par injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, par l'ICSI, ça c'est plus compliqué, c'est ça largement la méthode qui a été mise au point dans les années 80 pour réussir à faire ce qu'on a appelé de façon un peu pompeuse ou des bébés éprouvettes, le don d'ovocytes, le don d'embryon, la FIV, la FIVette, etc. Et qui implique en général l'ICSI, l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes dont je viens de parler. Alors tout ça n'est pas forcément très drôle, hein, parce que j'ai extrait de la clinique la plus proche de chez moi qui pratique des PMA très couramment. Là, c'est la clinique de la Sagesse à Rennes. La liste du parcours que parcourt une dame pour arriver à une fécondation médicalement assistée. Ça commence par le diagnostic, bien évidemment, qui est important, savoir s'il y a ou pas stérilité du couple, donc. Fourniture des pièces justificatives, biologie sanguine, résultats de laboratoire, échographie, hystérographie, spermogramme du conjoint, donc ça fait déjà une batterie d'examens relativement importante. Une rencontre avec un médecin biologiste pour choisir la technique plus appropriée. Une mise en préparation de la femme avec surveillance du cycle, des injections hormonales régulières, des examens de surveillance qui sont quotidiens, prise de sang le matin, analyse et consigne
dans la journée, analyse et en cours d'après-midi, consignes pour le lendemain qui sont données tous les soirs. Donc vous voyez, c'est quand même... Et ça peut durer une semaine, 10 jours, 15 jours. La prise de décision qui doit être très très précise de déclencher l'ovulation. L'hospitalisation le surlendemain. Le prélèvement des ovules sous anesthésie générale par voie transvaginale. Donc c'est une intervention, c'est pas une intervention énorme, mais quand même, c'est une intervention qui n'est pas sans risque, puisqu'il faut parcourir l'utérus, les trompes, une des trompes de Fallope, et aller carrément chercher un ovocyte dans un follicule ovocytaire. Les follicules ovocytaires, c'est des structures très particulières, justement, aux mammifères que nous sommes, dans lesquels vous avez les ovocytes, c'est-à-dire le gamète femelle, qui est entouré de cellules compagnes nutritives qui forment une espèce de petite boule, comme ceci, à partir de laquelle l'ovule va sortir. Il y a une véritable ponte et passer ensuite dans les voies utérines. Donc là, on les récupère avant qu'ils soient, vulgairement parlant, pondus. On les récupère dans le follicule même. Donc ça se fait sous anesthésie totale, en 15 à 30 minutes, et en même temps on fait le spermogramme du conjoint, puis est pratiqué donc à l'extérieur du corps. La FIV généralement par injection, donc, alors ça se fait avec un micro-manipulateur, dans un liquide nutritif et conservateur adéquat, avec des petits outils absolument microscopiques. Donc ça a été mis au point dans les années 50, mais j'en ai vu fonctionner, c'est relativement admirable maintenant. Bientôt, ça sera une petite robotique qui fait ça. Ensuite, les embryons sont mis en culture pendant 2 jours, où ils font leur première division, puis réimplantés dans l'utérus, 2 jours après la fonction. Vous voyez la précision extrême des actes, en position couchée qu'il faut respecter 15 à 30 minutes, pas n'importe comment. Et puis ensuite de ça, on libère la patiente. On lui fait des tests sanguins de grossesse pendant 12 jours après le transfert, pour savoir si, comme on dit, ça a pris. C'est-à-dire si en fait l'embryon s'est implanté dans la muqueuse utérine, s'il a fait sa nidation. Et si le test devient positif, on fait la première échographie 4 semaines après le transfert. Donc vous voyez, ça fait un parcours du combattant qui est relativement considérable et qui est tout de même une épreuve. Donc il ne faut pas que personne nous raconte que c'est des choses que les gens font par fantaisie ou par plaisir ou par perversité. Je veux dire, il faut déjà avoir un désir d'enfant qui est très très bien implanté pour subir tout ça. C'est quand même un processus éprouvant. Puis on ne s'arrête pas là, le suivi ne s'arrête pas là. Bon, si la grossesse est avérée 4 semaines après le transfert, il y a un suivi de grossesse ordinaire, comme n'importe quelle grossesse de n'importe qui, avec des échographies régulières, etc. Mais chaque année, il reste en général des embryons surnuméraires. Il faut en faire plus pour avoir des chances d'avoir une bonne implantation. Donc ces embryons surnuméraires, ils vont rester dans l'azote liquide, conservés à l'hôpital. Et le problème est de savoir d'ailleurs quoi en faire. Pendant 5 ans, on demande régulièrement chaque année aux patientes, aux couples, si ils ont un autre projet parental dans lequel les embryons pourraient servir. Et s'ils répondent non, eh bien, ils sont conservés encore 1 an, puis au bout d'1 an, on leur redemande. Et si au bout de 5 ans, il n'y a plus de projet, donc on ne leur demande plus et on passe à la destruction des embryons en question. Donc il faut bien voir que leur devenir, dans presque 85% des cas, je crois, est d'être détruit à terme. Je dis ça, c'est important parce que on s'aperçoit que cette destruction des embryons, l'Église, fondamentalement, s'en fout. Il nous faut un foin extraordinaire sur la sacralisation, sur la sacralité de l'embryon humain, mais ils préfèrent que fermer les yeux sur le fait qu'ils sont totalement détruits au bout d'un certain temps,
plutôt que d'autoriser la recherche, par exemple, sur les embryons surnuméraires en question. C'est-à-dire qu'ils préfèrent qu'ils soient détruits plutôt qu'ils fassent l'objet de recherche. Alors c'est pas rien à constater parce que c'est assez révélateur de ce qu'ils cherchent dans cette affaire-là. Le processus que je vous ai décrit peut être remboursé par la sécurité sociale et remboursé par la sécurité sociale, mais pas plus de 4 fois. Et ce 4 fois est d'ailleurs très contesté par les médecins, parce que c'est une décision qui est purement d'ordre économique. Après, ça coûterait trop cher de le faire 5 ou 6 fois. Alors que les médecins compétents savent très bien qu'ils peuvent préconiser l'abandon du processus dès la première ou la deuxième tentative. Ils ont maintenant suffisamment de clés et suffisamment de connaissances pour dire ça ne marchera jamais. Désolé, mais on peut arrêter tout de suite. Et il y a des gens qui, malgré ça, bien qu'on leur dise ça, continuent sur le nombre de coups, je dirais, autorisés. Hein. Et au contraire, il y a des cas où ils savent qu'à la 4e tentative, ça n'a pas marché, mais que tous les clignotants, en gros, sont au vert pour dire on pourrait réessayer, ça peut marcher à la 6e, à la 5e, à la 6e, à la 7e. Vous avez des signes encourageants. Et là, ça n'est plus remboursé par décision, je dirais, par décision d'ordre purement économique. Alors que finalement, il n'y a pas tant de cas où... Alors selon Pierre Jouanet, donc, là je parle, qui était au colloque d'Aix-en-Provence il y a quelques jours, il insistait sur le fait que c'est maintenant une réalité médicale, mais que c'est aussi une réalité sociale, la PMA. Que dans tous les pays, même pauvres, ça se fait. Et qu'en 2012, en France, il y a eu 150 000 actes qui ont donné naissance à 23 000 enfants. Ce qui est considérable. 2,3% des naissances. Et il ajoutait, il y a des enfants PMA aujourd'hui dans toutes les écoles de France. Et c'est vrai. Au point même que tous les parents d'élèves en connaissent, s'ils ne sont pas eux-mêmes, sont pas eux-mêmes passés par cela. Quant à l'évaluation des actes, les résultats sont assez variables. C'est quand même un procédé qui, malgré sa sophistication médicale, fonctionne pas de façon très satisfaisante. Il y a des tas de causes d'échec. J'ai plus les statistiques exactes en tête et je les ai pas retrouvées, mais il me semblait que c'était de l'ordre de 37 ou 38%. Pas beaucoup. Donc ça fait tout de même les 2/3 d'échecs. Hein. Après ce processus tout de même très, très laborieux. Et c'est une des raisons pour lesquelles, et là-dessus, Pierre Jouanet, à juste titre, a insisté là-dessus à chacun des colloques qu'on a fait avec lui, c'est la raison pour laquelle la recherche sur l'embryon humain est extrêmement importante. Parce qu'un des enjeux de la recherche sur l'embryon humain, c'est pas seulement les cellules souches embryonnaires, c'est aussi l'amélioration de la PMA. Et c'est très exactement ce dont l'Église ne veut pas. Et c'est pour ça qu'ils s'en foutent de la destruction des embryons. Ils ne veulent pas qu'on travaille là-dessus. Point final. Donc là, je pense qu'on peut mettre en évidence, alors là je parle en libre penseur, hein, peut-être que, je ne sais pas si tout le monde est libre penseur ici, on est à l'IRL, pas à la libre pensée, mais je parle en tant que libre penseur, c'est une très belle révélation de la duplicité extrême de l'Église dans ce domaine, comme il y en a d'autres d'ailleurs. Je passe à la gestation pour autrui, qui donc fait débat considérablement, y compris dans notre association. Donc là, je ne me suis pas cassé la tête, hein, je vais vous relire pratiquement les définitions de Wikipédia. Je profite de ce que Jean-Marc n'est pas là, parce que quand on lui parle de Wikipédia, il voit rouge. Non mais ça lui sera rapporté. Mais je sais bien que ça lui sera rapporté. C'est enregistré en plus. Ça nous fera une petite occasion de controverse pas chère. Dans le style, il n'y aura pas de motion au bout. Non, je veux dire, ça me paraissait bien fait, donc j'ai adopté la chose. Une méthode de procréation qui se pratique généralement en cas d'infertilité féminine, à l'heure actuelle. Hein. Mais bien sûr, il y a d'autres enjeux, liés à l'absence d'utérus ou à sa déformation. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'assistance possible à la procréation. C'est carrément
l'utérus qui n'est pas en état, qui n'existe pas, ce qui arrive, ou qui a été enlevé précocement, ce qui arrive aussi, parce que un cancer de l'utérus à un âge relativement jeune sont des choses qui, malheureusement, arrivent. Et à ce moment-là, la mère porteuse porte l'enfant d'un couple qui a fourni ses embryons. Elle ne fournit pas de contribution génétique, c'est-à-dire un ovule, mais elle prend en charge le développement in utero d'un embryon à la naissance, remet l'enfant à là aux personnes qui l'ont commandité, que certains appellent le parent ou les parents sociaux, ou le parent social. Alors tous les cas de figure sont possibles, hein. Les commanditaires peuvent être aussi père ou mère génétique de l'enfant si le couple n'a pas eu recours à un don d'ovule ou à un don de sperme, ou bien il peut même n'y avoir aucun lien génétique de l'enfant avec ceux-ci. Le vocabulaire lui-même fait l'objet de débats. Souvent, la mère porteuse, parce qu'il faut toujours éviter, dans notre langage hexagonal, les formulations qui paraissent trop brutales, donc on voit toujours une évolution des choses, et est également appelée mère de naissance, ou tout simplement mère, ce qui est dangereux, parce qu'il y a un principe du droit qui risque donc qui est fortement mis en cause par l'existence de la pratique en question, qui est mater semper certa. On est toujours sûr de la mère. Hein. On n'est pas forcément sûr du père, mais on est soi-disant toujours sûr de la mère, à partir du moment où on l'a vu accoucher, qui considère... Il y a forcément une PMA avant la GPA, alors. Non, pas forcément. Alors, j'ai pas compris, alors. Non, non. Je veux dire comment on peut... Il y a plusieurs modalités. Parce que ça peut être fait, par exemple, par insémination artificielle, ou même éventuellement par transfert d'un embryon déjà fécondé. Oui, oui. Et la façon la plus simple de procéder qu'utilisent aujourd'hui beaucoup de couples homosexuels avec notamment leurs copines homosexuelles également qui veulent des enfants, c'est l'insémination artificielle. Ça, on peut faire ça chez soi. Il y a des descriptions sur le web de comment on s'y prend. C'est relativement facile et ça marche pas si mal que ça. Ça a toujours été fait d'ailleurs, enfin toujours, au moins depuis qu'on sait que... Mais là, il y a forcément transfert de l'embryon, parce qu'il faut bien que ce soit la mère, le transfert à la mère porteuse. Ah, mais la mère porteuse peut être la mère biologique également, mais elle peut fournir le bébé après à quelqu'un d'autre. Prenez un couple homosexuel. Il connaît une femme qui dit « Je veux bien faire un enfant pour toi. Et je souhaiterais être le père biologique. » On fait une insémination artificielle. Il est père biologique. Elle est mère biologique, donc ça peut arriver aussi. Et à partir du moment où elle accepte de céder l'enfant, elle est mère porteuse et on est dans un cas de GPA, de gestation pour autrui. Alors c'est pour ça que je voudrais insister là-dessus. Donc la GPA n'implique pas nécessairement la PMA. Souvent, mais pas obligatoirement. Mais j'insiste sur le fait qu'il n'y a aucun problème médical particulier différent des autres sur la GPA. Ce n'est pas un problème médical, c'est purement et entièrement un problème juridique et social. Le problème, c'est doit-on l'autoriser, peut-on l'encadrer et dans quelles conditions? Ça ne nécessite aucune recherche médicale nouvelle particulière. Donc, alors, nous sommes dans un pays dans lequel cette pratique est totalement interdite. Probablement un des pays dans le monde où l'interdiction est la plus claire et la plus totale. Alors c'est une interdiction qui repose sur 2 articles de loi. Un article de loi du Code civil, qui est la loi du 29 juillet 1994, qui doit être d'ailleurs la première loi de bioéthique, si je me souviens bien. 94, oui, ça. Qui dit « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. » Est nulle. Ça veut dire que si une femme qui a porté un enfant
donne cet enfant à la naissance, ceci n'est absolument pas considéré comme existant ni légal. Elle reste la mère de l'enfant, un père peut le reconnaître, mais elle ne sera jamais, l'enfant ne sera jamais le fils des entre guillemets adoptants. Alors ça c'est important parce que c'est cette loi-là, c'est cet article-là qui a été utilisé pour interdire en France à des enfants d'acquérir un état civil. Parce que la PMA avait lieu dans différents pays étrangers où elle est autorisée. Par ailleurs, c'est un acte qui est pénalisé au niveau des intermédiaires, puisque le deuxième article qui s'occupe de ça, c'est un article du Code pénal, l'article 227-12 pour être précis, qui sanctionne d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de leur remettre. Bon. Ça veut dire qu'il ne doit y avoir aucun intermédiaire. Enfin, d'une part, ça n'est pas reconnu du tout. D'autre part, tout intermédiaire disant, ne serait-ce que par petite annonce, par exemple, si c'était fait par petite annonce, imaginez ça, eh bien, le journal qui a publié la petite annonce ou le site web qui a publié la petite annonce peut être condamné pour entremise. Donc, l'argument utilisé étant celui de l'inaliénabilité, c'est dur à prononcer, des produits du corps humain. Et les arrêts récents du tribunal de grande instance montrent à quel point cette situation est intenable, juridiquement. Montre à quel point cette juridiction est intenable. C'est pour ça que récemment il y a eu un appel de libération par un certain nombre de personnalités, ou un appel dont j'aurai peut-être le temps de parler, qui n'a trouvé d'autre solution que d'en appeler au monde entier, pas moins. Appelant toutes les nations du monde à refuser la GPA. Parce que, bien évidemment, à partir du moment où c'est autorisé quelque part dans le monde, vous avez une possibilité de déplacement pour aller faire une GPA à l'étranger, ce qui est déjà très sanctionné dans le vocabulaire général actuel sous le nom de tourisme procréatif, ce qui n'est pas du tourisme. Et par conséquent, à partir du moment où ça existe et où c'est possible dans d'autres pays, vous avez... c'est pas la peine d'imaginer pouvoir l'interdire. Voilà. Alors, l'opposition de l'Église catholique à la chose est absolument totale, bien évidemment. Et comme je vous l'ai dit, la grande raison de la sanctification de l'embryon humain, c'est de tenter de revenir en arrière sur la PMA et également aussi sur l'IVG. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et je voudrais vous citer quand même un peu plus longuement l'article de l'éditorial de Ouest France dont je vous parlais tout à l'heure. C'est titré la pente glissante. Le parquet de Nantes vient de faire appel du récent arrêt du tribunal de grande instance donnant raison à 3 familles qui réclamaient l'inscription à l'état civil d'enfants nés à l'étranger par mère porteuse. En apparence, un problème de pure technique juridique, en réalité un enjeu considérable, rien de moins que la reconnaissance implicite de la gestation pour autrui. Fermement interdite en France et sans perspective d'assouplissement si on en croit le Premier ministre. Vous connaissez les déclarations d'Emmanuel Valls sur la chose. En effet, reconnaître les conséquences d'une pratique prohibée revient à contourner l'interdit. Mais si refuser, c'est faire des enfants sans famille, ce que n'admet pas la Cour européenne des droits de l'homme, ni la circulaire Taubira validée par le Conseil d'État. Le risque dans cette affaire, c'est qu'on vienne à se résigner. Que voulez-vous, on n'y peut rien. Pensez aux enfants, à se convaincre qu'au fond, ce n'est peut-être pas si dramatique qu'on le dit.
par invocation de très beaux actes de générosité d'une sœur, sinon d'une mère, et oui, qui portant l'enfant de la sœur ou de leur fille dans la plus pure gratuité, et d'invoquer les précédents d'Abraham et d'Agar dans la Bible. Seul problème, dit-il, cela représente moins de 1% des cas. Dans tous les autres, la mère porteuse loue son ventre pour de l'argent, de l'ordre de 150 000 $ aux États-Unis et d'environ 10 000 $ dans les pays où la pratique est la plus fréquente, Asie du Sud-Est, Inde, Ukraine. Déjà là, il y a un trucage que je vais vous expliquer, parce que les 150 000 $ aux États-Unis sont une évaluation assez exacte du coût de l'opération. Pensez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale. Il n'y a pas de remboursement des actes. Il n'y a pas de remboursement des suivis de grossesse. On paye tout. Par ailleurs, ils ne parlent pas de l'Angleterre. Ils se gardent bien de parler de l'Angleterre, où la pratique est désormais généralisée et très strictement encadrée, et où ce n'est pas un commerce. Je ne dis pas que la version anglaise soit parfaite, on en a discuté avec assez largement. Il y a même eu un débat juridique très intéressant, auquel j'ai rien compris dessus, mais qui avait l'air vraiment très très intéressant. Je suis encore plus mauvais juriste que piètre médecin. C'est au moins comme biologiste, on est un peu plus proche des médecins que des juristes. Et en Grèce également, en Grèce où ça ne donne pas lieu à un commerce, très, très clairement. Et il continue en disant, c'est le baby business. 3 problèmes majeurs en découlent. D'abord le procédé lui-même. L'instrumentalisation du corps de la femme réduit à son ventre, comme autant qu'on croyait révolu, où on la protégeait des dommages du travail industriel uniquement en tant que génitrice. Les chers hommes. Oh, on les aime quand même. On lui demande à la fois de veiller à la qualité du produit, entre guillemets, qui sera livré, entre guillemets, à terme, et de s'en détacher en cours de grossesse, avant l'abandon final, au mépris de la relation si intense qui s'instaure entre la mère et le bébé à venir. À quand l'utérus artificiel selon les techniques de l'ectogénèse? Entre parenthèses, l'utérus artificiel décrit dans le meilleur des mondes. Problème aussi pour l'enfant, fabriqué dans ce que l'on nomme des usines à bébés, ça y est, il est parti, lui, c'est. Il n'est que qu'objet d'une transaction commerciale qui peut révéler sa vraie nature, comme on l'a vu dans la triste affaire Chambua, cette Thaïlandaise vendeuse de salade. Bon, un vrai problème, un problème de trisomie que je passe là-dessus. Et problème enfin pour la mère porteuse, dans la très grande majorité des cas, elle est pauvre. Aux États-Unis, c'est faux. En Angleterre aussi. De bonnes âmes estiment que pour elle, c'est un vrai pactole qui peut la tirer d'affaire. Aux Indes, c'est vrai, mais avec quelques nuances. Elle n'est pas pauvre, la femme indienne, d'après ce qu'elle nous a dit. Oui, en plus, c'est semble-t-il. Oui. Le risque de voir se développer dans un marché mondial qui représenterait près de 2 milliards de $, une nouvelle forme d'esclavage un peu plus dorée que les autres. Seule une entente internationale permettra d'éviter cette pente menaçante. Là, quand même, Libération, Ouest-France et les hiérarchies catholiques se répondent. La France y est favorable, mais un peu seule. Alors, quand on regarde un peu la géographie de la GPA à l'heure actuelle, on s'aperçoit que là où il y a probablement les pires abus à l'heure actuelle, comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est dans les pays où elle est tellement impensable qu'elle n'est ni interdite ni réglementée. C'est le cas de la Roumanie, où le code civil ou le code pénal ne l'évoque même pas et ne considère même pas le sujet, et où par contre les mafieux entretiennent un commerce d'enfants et de femmes porteuses qui est extrêmement florissant. C'est le cas de la Grande Russie, et c'est le cas de la Pologne, très catholique, qui devient extrêmement discrètement, ça c'est notre ami Nina Sankari qui nous a révélé ça dans un colloque que nous avons tenu récemment à Varsovie, qui devient très discrètement, et bien évidemment sans que personne en parle, surtout pas en Pologne même, un endroit de tourisme procréatif. Alors je vous dis tout de suite, ça passe pas par des réseaux très officiels. Hein. Ça passe par des réseaux qui sont quasiment mafieux.
Alors, nous, quel est notre point de vue là-dessus? Je crois que notre point de vue, avant tout, c'est, bon, d'une part, évidemment, d'éviter l'exploitation. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes, et je pense que tous les intervenants qui étaient à Aix la semaine dernière étaient sur ce terrain-là. Tout le monde est contre, bien entendu, ce qu'on appelle la GPA commerciale. C'est-à-dire, on est contre que ça fasse l'objet de transactions commerciales. Ce qui, effectivement, n'est pas si facile que ça à éviter. Et ceux d'entre nous qui sont pour, puisque la question est assez controversée dans nos rangs, sont pour ce que l'on appelle, d'un mot un peu étrange, la GPA altruiste. Et c'est comme ça que ça se dit. C'est-à-dire de gré à gré, de gens qui ne demandent pas de rétribution pensaire et qui le font pour des raisons, je dirais, pour des raisons sentimentales, d'amitié, de parenté, de tout ce que vous voudrez. Alors j'insiste sur le fait que dans notre esprit des lois, qui a été défini, moi c'est un texte auquel je tiens énormément, et quand on vieillit on a des marottes, donc je le cite tout le temps. Parce que je pense que l'esprit des lois de Montesquieu a vraiment commencé à fonder c'est Hegel lui-même qui le saluait comme étant la racine du droit positif avec Machiavel. Il y a de grandes relations entre Machiavel et Montesquieu, du point de vue mental. Montesquieu disait, mais c'était dans un courrier, c'est pas dans ses œuvres, c'est dans un courrier à un ami. D'autant meilleures sont les lois que les citoyens en tirent plaisir et profit dans leur existence de tous les jours. Ce qui était suffisant pour le faire condamner par l'Église à l'époque, puisque la loi, c'était la loi divine, il n'était pas question de... Et ce qui a été complété par Rousseau notamment, dans le contrat social, à partir de l'idée fondamentale d'aspiration et de bonheur, dans lequel le contrat social doit prendre en compte majoritairement les aspirations des citoyens, dans la mesure où la liberté des uns, comme c'est pas lui qui a inventé la phrase, mais elle s'est retrouvée dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, dans la mesure où la liberté des uns n'empiète pas sur la liberté des autres. Donc il y a des aspirations très fortes, soit pour des questions de stérilité, soit pour des questions d'orientation sexuelle, à l'heure actuelle, et qui évidemment ont été mises en lumière par l'autorisation du mariage homosexuel. Il y a des aspirations très fortes à l'accès à la paternité biologique. Alors moi, je ne prononcerai pas quand la pétition de libération dit qu'il n'y a pas de droit à l'enfant. Moi, je suis assez d'accord. C'est pas de ce dont il s'agit. Il s'agit du droit de l'accès possible à. Il s'agit de l'accès possible à la paternité biologique à laquelle on peut tenir, pour des raisons qui m'échappent, mais bon, qui sont quand même très très fréquentes dans notre monde. Est-ce que prohiber ce qui ouvre une possibilité est dans l'esprit des lois de la République? Moi, j'ai tendance à dire non. J'ai tendance... Tu peux répéter, hein? Prohiber ce qui ouvre une possibilité nouvelle est-il dans l'esprit des lois de la République? Et j'ai tendance à dire non. Toujours dans la mesure qui est toujours la nôtre, dans la mesure où la liberté des uns, etc., n'empiète pas sur la liberté des autres. Il est clair que l'exemple de pays comme l'Inde ou la Roumanie et la très catholique Pologne indique les asservissements possibles. Mais il y a aussi un vieux principe du droit romain qui dit « l'abus ne doit pas abolir l'usage ». Ce n'est pas au nom des abus qu'il faut interdire un usage. Ce n'est pas au nom des abus qu'il faut interdire un usage. Ça, c'est un principe du droit romain qui, à ma connaissance, a été conservé dans l'ensemble du droit des nations civilisées. Donc la théorie de la pente glissante est
je dirais, une théorie assez erronée pour faire une législation sur la chose. Alors, je voudrais parler, parce que les mots ont été personnellement évoqués, parler de quelques arguments de libres penseurs contre la GPA. À Aix, après que j'ai fait un exposé un petit peu voisin de celui d'aujourd'hui, mais plus condensé, il y a une camarade qui m'a apostrophé, enfin qui m'a apostrophé par écrit, puisqu'on avait demandé de poser les questions par écrit, en disant dans le monde dans lequel nous vivons, qui est marqué par la déréglementation capitaliste, la loi Macron, les attaques contre l'hôpital, la santé, etc., on va forcément vers le commerce des ventres et l'asservissement. Et la camarade me citait Lénine, qui n'est pas forcément la référence pour tous les libres penseurs d'ailleurs, mais qui ont, bon, je veux dire, ça la regarde, c'est sa référence à elle. Il se trouve que c'est aussi plutôt ma référence à moi, mais je prends garde de dire que c'est pas forcément la référence de tout le monde. Lénine qui disait « Aucune conquête sociale n'est durable ni possible sans mettre en cause le régime du profit ». Donc la conclusion que je trouve un peu rapide, c'est comme on n'a pas mis fin au régime du profit, il n'y a pas de progrès juridique possible. Et nous sommes effectivement dans un régime capitaliste, dans une phase que je trouve, moi, pour ma part, là je ne demande pas à tous les libres penseurs d'être d'accord avec ça, dans une phase particulièrement avancée, où le capital financier étant à dicter sa loi sur toute l'économie, y compris sur le capital productif, qui aujourd'hui est politiquement dominé par le capital financier, mais Marx nous avait expliqué dans le tome 3 du Capital que c'était son évolution normale, quand il a parlé du cycle marchandise, qui était celui du troc pour passer à marchandise, argent, marchandise, avec l'argent comme ça, simple intermédiaire entre deux marchandises, puis argent, marchandise, argent, où c'est la marchandise qui devient un intermédiaire. Et il disait, ça se terminera par argent, argent. AA. Oui, et à mon avis, on y est rendu. On y est rendu. Donc, et c'est un régime qui tend, de mon point de vue, je ne l'impose à personne, à nous entraîner vers la barbarie. Donc la question est sérieuse. Mais si on parle de Lénine, alors Lénine, moi, comme je disais, c'est une de mes références, mais pas comme la Bible et le Coran, parce que si on prend les œuvres complètes de Lénine, c'est comme la Bible et le Coran, on peut trouver une chose et son contraire, suivant les moments où il a dit la chose, suivant son histoire dans la vie, selon son combat politique du moment, ça peut être extrêmement, si on sort les phrases de leur contexte, ça peut être extrêmement variable. Et il a dit aussi, aucune conquête sociale n'est durable ni possible. Non, ça c'est ce qu'il avait dit avant. Celui qui ne peut conserver les conquêtes anciennes ne peut en acquérir de nouvelles. Voilà. Ouais, ce qui est quand même... Et je dirais, est-ce que, en dépit du fait que nous sommes un système capitaliste, est-ce que oui ou non, nous avons conquis la sécurité sociale en 1945 ? D'accord, c'était dans une période révolutionnaire, ou quasi révolutionnaire, c'est vrai. Mais elle a été conquise et conservée. Est-ce qu'elle a résisté jusqu'à ce jour ? Oui, grâce au combat de ceux qui la défendent. Est-ce qu'on a conquis le droit à l'IVG ? Oui. Est-ce que le mariage pour tous a été prononcé envers et contre l'Église ? Oui. Est-ce que l'aspiration à la filiation biologique peut être considérée au même titre que d'autres aspirations ? Et là encore, je ne parle pas aux droits de l'enfant. J'ai tendance à répondre oui. Et il faut noter aussi que là où elle est à la fois autorisée et strictement encadrée, comme en Angleterre, de la vie générale, elle pose très peu de problèmes, même pas à l'Église anglicane, qui d'ailleurs, dans sa nature à moitié réformée, n'a pas exactement les mêmes points de vue sur la procréation et tout ça que l'Église papiste. C'est pas tout à fait la même chose. Ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient pour au départ. Mais, en tout cas, ça ne pose pas de problème. Donc voilà, pour résumer, et deux des juristes qui étaient présents, dont il y en a un que je connais bien, puisque c'est mon camarade et ami, Dominique Gousseau, et l'autre, la dame, Laurence Brunet, oui.
voilà, j'avais ça au bout de mon papier, nous ont proposé l'un et l'autre 2 versions éminemment débattables et assez contradictoires, d'ailleurs il faut bien le reconnaître, entre les deux, de ce qui pourrait être un encadrement proposé pour la GPA en France. Alors Laurence Brunet, qui était très inspirée par le système grec, nous a présenté un truc un peu américain pour mon goût, qui relève du contrat, de bien préciser le contrat entre donneuses, etc., de bien l'établir avec des avocats et des choses comme ça. Et Dominique Gousseau nous a présenté ce qui était presque un projet de loi. Hein. On peut lui faire confiance. Ou qui pourrait être un projet de loi, quelque chose de très élaboré, réglementant la GPA altruiste, et qui est, dans son essence, beaucoup plus, je dirais, fidèle au droit français habituel. C'est-à-dire laissant très peu de place au contrat et énormément de place à la législation posée dans le Code civil, avec son idée générale française, qui est une idée d'exégèse, c'est-à-dire que tout doit être clairement dans le Code, de façon à laisser le moins de champ possible à la jurisprudence, ce qui n'est pas le système américain. Donc ce débat, dont je vous en ai pas mal parlé puisque j'en sors, était tout à fait passionnant, et je pense que vous pourrez avoir les actes de ce colloque d'Aix d'ici très peu de temps, et je vais m'arrêter là.